proposé le thème sur le marxisme et l'État, ou intitulé le marxisme contre l'État, c'est parce que c'est une question qui, tout en ayant l'air d'être formulée de façon un peu théorique, un peu atemporelle, me semble avoir aujourd'hui un impact sur l'analyse qu'on peut avoir de la situation actuelle, disons de la situation actuelle de la gauche en France, dans le monde, et du même coup des priorités qu'on peut en tirer. Et puis, en bon marxiste, si je puis dire, quand il y a une question qui se pose, au moment où on essaie d'interroger quelles sont les bases théoriques sur lesquelles on pourrait partir pour essayer de comprendre ça, notamment de comprendre un peu les bases de ce phénomène qu'on appelle le nationalisme de gauche, qu'on a bien vu à l'œuvre dans un certain nombre de débats ici de la campagne présidentielle, mais qu'on voit aussi à l'œuvre dans un certain nombre de débats internationaux ou de situations internationales. Et du coup, revenir un peu sur ce que Marx et puis un certain nombre de, entre guillemets, classiques du marxisme ont pu écrire sur la question, ça peut pas faire de mal. D'autant plus que c'est un sujet qui est spécialement confus. Alors c'est assez amusant d'ailleurs quand on creuse la littérature sur le sujet, parce que tous les auteurs qui abordent, il y a pas mal de bouquins qui s'appellent Le marxisme et l'État, etc., commencent toujours, et ce depuis 40 ou 50 ans, par dire c'est un sujet sur lequel on n'a rien. Et depuis 50 ans, on revient un peu sur ce rien. Il se comble quand même un petit peu. Le grand classique pendant longtemps sur le sujet, ça a été le fameux bouquin d'Engels, l'origine de la famille, la propriété privée et de l'État, qui avait un grand mérite au moment où il est sorti, c'était de dire, voilà, il y a eu des sociétés avant l'État, et il y aura des sociétés après l'État. C'est d'une certaine façon une étape peut-être nécessaire, mais en tout cas transitoire, de l'organisation de l'humanité. Il y avait cette fameuse phrase, alors vous l'avez sans doute vu, vous la connaissez peut-être déjà, mais je l'avais remis sur l'appel pour cette réunion. Je ne ferai pas beaucoup de citations, mais j'aime bien celle-là. La société qui réorganisera la production sur la base d'une association libre et égalitaire des producteurs relèguera toute la machine de l'État là où sera dorénavant sa place, au musée des Antiquités, à côté du rouet et de l'âge de bronze. Ça c'est un peu la version officielle entre guillemets, c'est-à-dire c'est quand Engels écrit poliment et bravement. Si on va chercher dans les manuscrits de Marx, on trouve des citations sur les émoluments des merdeux de l'État. Il y a toujours beaucoup de métaphores scatologiques chez Marx. Et ça résume assez bien ce qu'il en pense. Ce qui est un peu curieux dans cette affaire-là, c'est que c'est construit depuis un siècle et demi, toute une mythologie qui attribue les choses de manière simple. D'un côté, il y a les anarchistes qui sont contre l'État, puis de l'autre côté, il y a les marxistes qui sont pour. Après, on vient discuter là-dessus à l'infini sur le pourquoi du comment, les nuances qu'on introduit là-dedans. Et puis, il y a toujours eu une espèce de petite frange intermédiaire qui essaie de rétablir un peu les choses telles qu'elles sont. Alors, le point de départ, quand on vient sur les textes de Marx pour vérifier un petit peu ce qu'il en est, c'est qu'on constate, si on prend presque chronologiquement ce qu'il écrit, c'est qu'il commence par la question de l'État. Les tout premiers textes de Marx, avant même qu'il s'intéresse à l'économie politique, qui va quand même occuper une petite partie de sa vie, il commence directement sur la critique de l'État. Et d'une certaine façon, c'est cette critique-là qui va l'amener au communisme. Le communisme, c'est pas du tout une invention de Marx, c'est quelque chose qui existe dans le mouvement ouvrier, nominalement 10 ans avant lui, dans la pratique au moins une trentaine d'années auparavant. C'est quelque chose qui vient happer à un moment, avec méfiance au départ, qui finit par adopter, et qu'il adopte parce que il y a un mouvement ouvrier communiste.
Et ça, c'est un point théorique, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est un point théorique important parce que souvent on a un peu l'impression que c'est le contraire. Marx arrive avec le communisme tout fait. Le communisme, il le décrit très peu, presque jamais. Par contre, il vient dans ce mouvement parce qu'il y a un mouvement ouvrier et que dans ce mouvement ouvrier, il essaie d'insuffler un certain nombre d'idées en précisant les choses, et notamment en précisant la critique de l'État. Et sa critique, au départ, elle vient de la critique de la théologie. Dire qu'il y a tout un courant qui se manifeste en France dès la Révolution française, plutôt un courant philosophique au départ, qu'on retrouve après dans les courants philosophiques allemands auprès desquels Marx se baigne, qui critique en fait la notion de divinité en montrant en quoi c'est une construction de l'humanité, donc il renverse l'argument théologique ancien, et puis qui essaie de montrer qu'au fond, la façon dont est organisé le ciel, la façon dont est organisée la hiérarchie céleste, c'est une espèce de projection d'une société humaine figée, et dont on sert ensuite comme argument pour déterminer la société telle qu'elle est. Donc il essaie de remettre ça sur ses pattes. C'est de montrer que c'est bien, effectivement, une critique de la théologie qui permet de montrer ça. Au fond, on a construit quelque chose qui sert à justifier une hiérarchie sociale et à justifier l'État tel qu'il est. Ça reste quand même dans un monde où il y a encore des monarchies plus ou moins absolues et où la question de la lutte contre la monarchie reste importante. D'un seul coup, il va un peu plus loin en montrant qu'au fond, toute cette critique de la théologie, ça fait 20 ou 30 ans que c'est une idée rebattue, et qu'il faut s'attaquer directement à la critique de l'État. Et cette critique de l'État, elle naît donc d'une façon théorique, mais elle naît aussi d'une façon très pratique. Marx est journaliste, il est soumis à la censure dans l'État prussien, il est contraint de s'exiler. Donc l'état de Marx, ça peut être un état théorique avec les textes hegéliens habitables du début des années 40, mais c'est aussi un état extrêmement concret, c'est-à-dire celui de quelqu'un qui subit la répression, qui est obligé de fuir son pays, qui se retrouve dans la galère à Paris, en Belgique et ensuite à Londres, et pour qui, quand il parle de l'État, c'est bien la police qui est en train de le persécuter, qui ouvre systématiquement ses courriers, les ministres qui s'écrivent aux uns et aux autres en disant Marx est chez vous, virez-le, et ainsi de suite. Donc c'est pas du tout une critique abstraite en réalité, même quand elle est écrite dans un langage abstrait. Et en plus, quand il parle de l'État, il a toujours en tête au départ cet État prussien, c'est-à-dire un État qui est encore une monarchie, avec une caste militaire extrêmement puissante et une bureaucratie particulièrement forte. Et ça, c'est des traits qui vont revenir souvent dans ses critiques. On a l'impression souvent, quand on lit les textes de Marx et quand on voit l'évolution de sa pensée, que cette critique de l'État, c'est un peu un moment transitoire, au début des années 1840, et puis d'un seul coup, il remet ça au placard, il s'embarque sur un nouveau dada qui est la critique de l'économie politique, c'est-à-dire les premiers manuscrits qui vont mener à ce que va être le Capital, le volume 1 qui a été publié de son vivant, les volumes 2 ou 3 et 4 qui ont été publiés progressivement après sa mort. Et du même coup, la critique de l'État, elle disparaît un peu. Ça, c'est important parce que c'est l'un des éléments qui va fonder, au moins du point de vue théorique, un marxisme étatique, en disant finalement, l'État, c'est vrai dans le Capital, il faut aller le chercher un peu entre les lignes, mais il n'apparaît pas de façon très directe. Pourtant, à partir des années 1920-1930, il y a un certain nombre de marxistes, notamment des marxistes russes, qui se sont penchés de nouveau sur les manuscrits de Marx pour voir qu'est-ce qui restait, qui n'avait pas été publié, et essayer de mieux comprendre sa pensée. Ça a été notamment David Riazanov qui a payé de sa vie cette enquête sur le marxisme puisqu'il a été envoyé au goulag. Et puis, les manuscrits, malgré tout, ont commencé à circuler, on a commencé à mieux y voir. En France, il faut attendre les années 50-60
pour qu'un certain nombre d'intellectuels marxistes, d'abord très minoritaires et en rupture de banc, notamment Maximilien Rubel, commencent à défricher tout ça. Puis les années 60 avec Althusser, etc., qui ont commencé dans ce qui était le marxisme entre guillemets orthodoxe, pro-soviétique, à examiner toutes ces questions-là, à les revisiter, à essayer d'en tirer quelque chose. Dans les manuscrits, on a notamment le plan du Capital. Le plan du Capital, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, parce que on voit que Marx avait en tête de faire un volume complet sur l'État, et puis finalement dans le plan définitif, 2 volumes complets sur l'État. Et là on a le plan, c'est État et société bourgeoise, l'impôt ou l'existence des classes improductives, la dette publique, celui d'actualité, la population. Alors, ça aurait fait le tome 1 sur l'État. Et en tome 2, l'État vers l'extérieur, colonie, commerce extérieur, cours du change, l'argent comme monnaie internationale. Et ensuite, il y avait encore un volume prévu sur le marché mondial, dont la première partie était titrée « L'empiètement de la société bourgeoise sur l'État ». J'ai recherché un petit peu ce que les marxistes qui écrivent depuis 100 ou 150 ans sur le sujet ont à dire sur l'ensemble de ces questions-là. C'est souvent assez maigre. La production marxiste sur l'impôt se réduit à peanuts. Un peu curieux, mais c'est la réalité. La question des fameuses classes improductives dont il parle, de temps en temps c'est abordé, mais c'est vraiment des débats de marxologie, c'est pas du tout des choses qui sont passées dans la Vulgate, dans ce que savent les militants du marxisme. Tout ça, c'est une série de thèmes sur lesquels on sait donc qu'il allait écrire, sur lesquels il n'a pas écrit ou alors laissé des notes manuscrites un peu éparses, et qui aurait dû constituer un tout. Et c'est une vraie question parce que bien souvent, quand on vous parle du marxisme, quand on fait des résumés de ce qu'est le marxisme, il y a une tonne de livres, souvent d'ailleurs de bonne qualité, qui sont sortis sur le sujet. Il y en a plein qui sortent en ce moment. Le rayon marxisme il est multiplié par 10 de volumes dans les librairies. Mais la plupart du temps, avec une ou deux nuances oratoires, on considère au fond que le Capital, avec les volumes publiés, c'est un système clos. Dès les années 1900, on savait que dans ce système clos, il y avait des bugs et qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas, mais ça ne gênait pas tellement les vulgarisateurs. Et on se retrouve dans cette situation où ce qu'on appelle le Capital, ce qu'on appelle l'analyse de Marx sur le Capital, correspond en réalité à peu près à un tiers de ce qu'il avait l'intention d'écrire. Et effectivement, toute cette question de l'État, c'est le blackout complet dans la mesure où il n'a tout simplement pas écrit. Alors, une attitude scientifique aurait été de se dire on repart à zéro, on voit avec les outils qu'il nous a laissés qu'est-ce qu'on peut faire pour prolonger le système et effectivement analyser ces questions-là. Une attitude plus courante a consisté à dire il n'en a pas parlé, donc c'est qu'il n'y a pas de question. Et c'est un peu comme ça que s'est construit ce qu'on appelle le marxisme orthodoxe. Voilà. Une des questions centrales, elle est dans ce plan du Capital, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à dire du point de vue du marxisme sur la dette publique. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait anodin, et on voit d'ailleurs ressurgir un certain nombre d'études plus ponctuelles sur cette question de la dette publique. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'impôt? Je doute qu'on puisse réellement discuter sérieusement de la dette publique sans discuter à un moment de la nature de l'impôt. Et qu'est-ce qu'on peut avoir à dire sur ces fameuses classes improductives? Paraît un concept un peu barbare, mais qui est quand même sur lequel Marx développe des centaines de pages dans les théories sur la plus-value. Donc c'est sans doute qu'il avait quelque chose en tête sur le sujet. Classe improductive, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toute une discussion dès le XVIIe siècle, en fait, dès les débuts de ce qu'on va appeler l'économie politique, pour dire la société, l'humanité se divise en des classes qui produisent et des classes qui consomment. Ça a l'air de rien, mais par rapport, par exemple, aux théories médiévales
où on a l'impression qu'il y a une réelle complémentarité. On sait bien qu'il y a des classes qui produisent et d'autres qui consomment, mais il y a une forme de complémentarité. Quand on dit il y a ceux qui prient, il y a ceux qui font la guerre et puis il y a ceux qui travaillent, on imagine une complémentarité et du même coup, ça fonctionne d'une certaine façon. Idéologiquement, ça fonctionne. Quand on dit il y a ceux qui produisent et ceux qui dépensent, ça fonctionne, mais on voit bien que ça fonctionne que dans un sens. Et c'est une façon très très brutale qu'ont les économistes à un moment d'introduire le sujet. Et gens comme Adam Smith, comme Ricardo, comme Malthus, etc. vont consacrer des centaines de pages à essayer d'éclaircir ce sujet. Je vous épargne le truc au complet, mais simplement, ce qui est important, c'est quand Marx aborde le sujet, ce qu'il essaie de voir, c'est à quoi correspond cette discussion. Et il montre progressivement que cette discussion, elle consiste toujours, chaque fois qu'on a atteint une forme de définition qui est à peu près scientifiquement stable, et c'est notamment les définitions que peut en donner Adam Smith, il y a toute une foultitude d'économistes pour essayer d'engloutir ça sous de l'idéologie, pour essayer de se dire que, au fond, les capitalistes sont pas des gens qui consomment mais des gens qui produisent, que les propriétaires fonciers sont des gens qui produisent, et ainsi de suite. Donc chez Marx, c'est de diviser en deux catégories. Travail productif correspond effectivement à ceux qui produisent non pas quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de concret, ça peut être tout à fait immatériel, mais à ceux qui dépensent du capital pour produire plus de capital. Le capitaliste investit dans du travail productif et au final, il a gagné plus d'argent. Et pour Marx, la définition du travail productif, qui a dépensé des centaines de pages pour un certain nombre d'auteurs, se résume au fond à ça. C'est aussi une position idéologique, hein. C'est la vision du travail productif à partir du point de vue de la classe ouvrière. Et du même coup, on se retrouve effectivement avec tout un tas de classes qui consomment, mais qui consomment donc ce travail qui a été produit. Là où ça devient intéressant quand on l'applique à la question de l'État et à la question de l'impôt, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation qui est extrêmement brouillée, parce que quand on pense à impôt, le premier réflexe, c'est, on dit souvent, c'est impôt commun. Effectivement, dans la situation au début du XXIe siècle, dans les démocraties occidentales, pour faire court, une large partie de cet impôt sert d'une certaine façon à être redistribué. Et donc du coup, il apparaît comme une forme de mutualisation, voire de socialisation d'une caisse commune, sur le modèle un peu de ce que peut être la Sécu. Si on va chercher un peu plus loin les racines de ce que c'est que l'impôt, dans le cas de la France, où en plus cet effet de redistribution il est quand même relativement important, on s'aperçoit que ça ne va pas de soi. Au départ, l'impôt c'est un prélèvement pur et simple sur la population, qui vise ouvertement et clairement à entretenir la classe dominante, la monarchie, la noblesse, etc., qui va s'étendre éventuellement au XIXe siècle à entretenir la bureaucratie, l'armée, la police, mais qui n'a pas du tout vocation à être distribué. Et chez les auteurs d'économie politique les plus fins au début du XIXe, ils ont parfaitement conscience de ça. Et d'une certaine façon, Marx hérite de cette vision très claire d'un impôt parfaitement improductif et qui est uniquement le revenu de la classe dominante, le revenu de l'État. Et je crois que c'est à partir de cet angle de vue qu'on peut mieux comprendre chaque fois qu'il attaque, je parlais tout à l'heure des émoluments des merdeux de l'État, chaque fois qu'il attaque l'État, chaque fois qu'il attaque la bureaucratie, l'armée, etc., il a en tête aussi ce point de vue économique. C'est-à-dire que il voit bien comment cet argent qui va partir sous forme fiscale, qui dans l'analyse classique des volumes qu'on connaît du capital est simplement considéré comme des faux frais, et c'est vrai du point de vue du capital, comment par contre, du point de vue de la classe politique
et du point de vue, disons, de ce qui va constituer l'État, le noyau de l'État central, c'est-à-dire la bureaucratie, la police, l'armée, les juges, etc., c'est simplement un prélèvement extrêmement brutal sur le revenu de la société, qui n'a pour but que d'organiser leur propre existence et leur propre capacité à continuer à faire ce prélèvement. Et du coup, effectivement, on arrive bien sur une critique de l'État sur un fondement économique. Je pense que la façon de comparer ça, suffit de comparer à ce qui se passe dans le privé. Si je vous dis que Michelin il produit des pneus parce que les pneus sont utiles à la société, vous allez dire bon, Michelin il produit des pneus pour faire des bénéfices. Accessoirement, les pneus peuvent être utiles ou pas à la société, c'est un autre débat, mais c'est pas son objectif numéro un. Et l'analyse classique du capital, elle est fondée là-dessus, de bien montrer que c'est de l'argent qui est investi pour produire de l'argent, et que ce qui se passe entre deux, on appelle la valeur d'usage des produits, elle est presque indifférente au capital. Et ça, la plupart des marxistes, même beaucoup plus généralement dans la gauche, ça paraît une pensée relativement banale. Par contre, quand on va l'appliquer à l'État, ça passe plus mal. Quand on dit qu'au fond, l'impôt, il sert d'abord à alimenter les classes dominantes, les dirigeants de l'État, et que, incidemment, il peut produire un certain nombre d'autres choses et avoir, entre autres choses, cet effet de redistribution, en général, ça passe pas bien. Et on voit pourtant que la plupart des fonctions de l'État peuvent parfaitement être privatisées, ils ne se gênent pas pour le faire, ils peuvent renationaliser aussi. Même des fonctions qui paraissaient absolument vitales au départ, on peut privatiser la création de monnaie, on peut privatiser les prisons, on peut privatiser l'armée. Tout ça pose rigoureusement aucun problème. Par contre, ça ne correspond pas à la même chose. Et là aussi, dans la façon dont Marx pose le problème, il y a la question de... on revient un peu sur ces histoires de travail improductif, de est-ce que l'argent, c'est du capital qui va servir à augmenter le capital. Et là, quand on est face à l'État, on est face à un problème un peu plus compliqué, à mon sens, qui rejoint celui de la dette publique. C'est-à-dire que le fait que ça alimente la classe dominante, c'est particulièrement vrai dans un État qui n'est pas endetté. C'est une forme d'État idéal, puisque, en gros, dans le capitalisme actuel, il n'y en a pas. Et effectivement, c'est pour ça que c'est intéressant d'examiner le mécanisme de la dette publique, et ça fait partie effectivement du plan du capital, qui vient analyser juste après la question de l'impôt. C'est que, qu'est-ce que c'est qu'un État du point de vue d'un possesseur de bons de la dette publique? C'est du 2%, du 3%. Et ça n'est rien d'autre. Ça peut être éventuellement autre chose au moment où le remboursement est mal assuré. La crise de la Grèce, par exemple, elle est là. Au moment où effectivement l'État n'est plus en mesure de payer la dette et les intérêts de la dette, les capitalistes cherchent la façon de reprendre les commandes. C'est un vieux phénomène. Hein. La monarchie française connaissait déjà ça au XVe siècle. Elle empruntait à des banquiers italiens pour financer ses guerres, et puis d'un seul coup, les banquiers italiens, les Médicis par exemple, se pointaient en disant bon, ça commence à bien faire les remboursements qui n'arrivent pas, on prend les ministères. Et ils l'ont fait. On a des dynasties de banquiers italiens qui ont pris le contrôle direct de l'État déjà sous l'Ancien Régime. Et on était à l'aube du capital. Aujourd'hui, on est bien souvent dans cette situation, même si ça peut passer par les bons offices et les bons conseils des banques internationales, même si ça peut passer par des négociations et qu'il y a toujours formellement un gouvernement, même si quelquefois on a directement un capitaliste au pouvoir, mais la plupart du temps ça n'est pas nécessaire. Malgré tout, c'est un autre élément de critique
de ce qu'est l'État réel dans la société capitaliste, de montrer que, au fond, tout le discours que nous, on peut avoir sur ce que l'État fait, ne devrait faire, ne fait pas, etc., du strict point de vue du capital, se résume à quel est le profit que ça engendre. Est-ce que c'est profitable d'investir dans de l'État via des bons de la dette? Donc là encore, essayer d'analyser l'État du point de vue économique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je crois que ce qui est assez curieux dans l'histoire du marxisme, c'est que cette analyse économique qui était anticipée par Marx, la plupart du temps disparaît. Il y a un exemple extrêmement classique, un ouvrage qui a été massivement diffusé, lu, commenté, c'est le fameux bouquin de Lénine, L'État et la Révolution. Alors, ce qui est curieux, c'est d'avoir essayé d'en faire une grande œuvre théorique qui serait l'alpha et l'oméga de la pensée marxiste sur l'État, alors que Lénine, quand il l'écrit, il a en tête un objectif très précis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait là maintenant dans la révolution russe, que les 2 derniers chapitres disent bon, j'avais l'intention d'écrire là-dessus, mais j'ai pas le temps, c'est la révolution, au revoir. Quand même 2 chapitres qui se résument à une phrase comme ça. Et que sur la nature de l'État, non pas sur ses fonctions, mais sur sa nature, sur ses soubassements, etc., il est réduit à une phrase dans laquelle il dit effectivement que pour un État, il faut qu'il y ait un impôt, une dette publique. Bon, c'est juste. Enfin, c'est pas avec ça qu'on fonde une analyse profonde de l'État. Par contre, il essaie de comprendre, à partir des textes politiques de Marx, notamment les textes sur la Commune, trouver des outils immédiats. Qu'est-ce qu'on peut faire en pratique maintenant dans une révolution par rapport à ça? Longuement discuté après de savoir ce qu'il en a fait réellement et comment tout ça a été mis en pratique. Mais c'est important de comprendre que ce bouquin-là, qui a servi de b.a.-ba sur la question de l'État des générations de marxistes, du point de vue de l'analyse profonde, c'est assez maigre. Et je prends cet exemple parce qu'il est le plus connu, mais très souvent, quand je parlais tout à l'heure d'Althusser, on peut trouver les trucs de Miliband, pas le ministre, mais son père, qui était un marxiste assez intéressant. Très souvent, toutes ces analyses vont porter sur qu'est-ce que fait l'État, quelles sont ses fonctions dans la société. Alors évidemment, c'est très important, et dans les luttes quotidiennes, les fonctions, on les rencontre. Je veux dire, quand on se retrouve face à des flics, dans un blocage, dans une manif, etc., quand il y a des camarades qui sont en procès, etc., les fonctions de l'État, les comprendre et les affronter, ça correspond à une réalité. Mais ça n'est pas une analyse profonde du soubassement. Et c'est quand même curieux parce que on a toujours reproché au marxisme justement son économisme, le fait qu'il cherche un soubassement économique à l'ensemble des fonctions sociales. On peut nuancer dans le détail, mais c'est quand même l'image de marque. Et en même temps, c'est ce qui n'est pas appliqué à la question de l'État. C'est-à-dire que la plupart du temps... Alors si, évidemment, là aussi, le bréviaire léniniste dit l'État, c'est l'État de la classe dominante. C'est vrai, ça se vérifie sur le terrain en permanence, l'État est au service des patrons et on le voit, on le sent dans chaque grève, on le sent dans chaque mouvement social, on le sent à chaque affrontement, mais ça n'est pas en soi une démonstration théorique, on est plutôt de l'ordre de l'affirmation. Et donc la recherche, pour moi, de ce soubassement théorique reste à faire. Et ça a quand même un impact important, qui est en partie lié d'ailleurs à la pratique de Marx. Marx voyait à la fin du 19e se créer un immense parti ouvrier, ce qui est devenu la social-démocratie allemande. Il voyait bien des tendances extrêmement étatistes. Ici, il a stigmatisé les Lassalliens, pour qui le socialisme se construisait via l'État.
Mais la plupart du temps, ces critiques, là encore, sont restées dans les cartons. Elles ont été publiées après sa mort. Souvent, c'est notamment ce qu'on appelle la critique du programme de Gotha, etc. Où on voit très très nettement se dessiner une critique de l'État, compris sur des questions très pratiques, c'est-à-dire la question du programme pour le Parti ouvrier. Mais dans la pratique, il a quand même laissé les courants les plus étatistes aux commandes. Et l'histoire théorique, au moins de la social-démocratie allemande et ses rejetons, c'est-à-dire notamment la social-démocratie russe, elle ne peut pas être expliquée sans ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, à un moment, un vrai combat théorique sur cette question. Et c'est pour ça que il y a toujours une espèce de façon de voir, on voit dans la littérature marxiste et un peu au-delà, sur ce qui s'est passé en 14 avec le fait que la social-démocratie allemande, qui était quand même avec ses 8 millions de membres dans les syndicats, donc chose assez substantielle, avait une capacité d'action énorme, et qui ne s'est pas opposé à la guerre, qui a finalement s'est opposé vigoureusement à la révolution, etc. Je crois que c'est difficile d'essayer d'analyser ça, comme le fait par exemple l'historiographie trotskiste, ou la plupart du temps l'historiographie marxiste-léniniste, comme une forme de trahison, si on part pas du fait que, effectivement, ce parti ouvrier-là, qui avait une assise réelle dans la société et dans la classe ouvrière, avait pas de base théorique solide pour la critique de l'État, et d'une certaine façon ne souhaitait pas en avoir. On est resté simplement sur l'idée qu'il fallait s'emparer des institutions telles qu'elles existaient, et que ça suffirait à opérer le changement vers le socialisme, qui du coup s'est éloigné de plus en plus. C'est pour ça que le bouquin de Lénine dont je parlais, malgré ses travers, avait au moins ce mérite de réaffirmer en disant ce que Marx dit concrètement, pratiquement de ce qu'il faut faire, c'est prenez exemple sur la Commune de Paris. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un exemple qui pour le coup est sorti de la théorie. Ça aurait pu être épaulé par une théorie solide sur la question de l'État, mais c'est une solution qui est sortie de la classe ouvrière directement et qui correspond apparemment pas à cette critique théorique. Sauf que là où elles se rejoignent sur un point très fort, c'est que l'un des premiers actes de la Commune de Paris, ça a été précisément d'identifier l'État à la question des moyens d'existence des classes dirigeantes. Donc d'avoir bien posé cette question de à quoi sert l'État. La Commune de Paris décrète d'emblée que l'ensemble des élus et des fonctionnaires ne toucheront pas plus que le salaire moyen d'un ouvrier. Et ça, c'est une critique pratique extrêmement importante. Ça peut atteindre ses limites à un moment donné, c'est-à-dire à partir du moment où la question du salariat est dépassée, mais c'est quand même une critique importante, parce que si on finit par résumer l'État à un moyen de profiter de la société en extrayant via l'impôt ses moyens d'existence, effectivement, ramener les moyens d'existence à ceux de la communauté, tout de suite, ça change la donne. Et là, ce qui a été vécu par la classe ouvrière, ce qui a été porté, et la critique théorique se rejoignent parfaitement. À partir de là, j'étais parti au départ sur cette espèce d'étrange malentendu sur la question de l'État, c'est-à-dire des marxistes qui seraient au fond des partisans de l'État et des anarchistes qui seraient au fond contre. Dans la pratique, on s'aperçoit que c'est toujours un peu plus nuancé et un peu plus complexe que ça, mais ça referme quand même une forme de vérité historique, à défaut d'être une vérité théorique. Et on voit bien dans les textes que ça ne correspond à rien. C'est-à-dire qu'il y a une critique de l'État
qui est très, très ferme et très claire dans les textes de Marx, même si elle est mieux développée dans des textes qui n'étaient pas connus au XIXe siècle et qui n'ont été connus qu'à partir des années 30. Mais ça, les fondateurs de ce qui est devenu l'anarchisme par la suite en avaient tout à fait conscience. Il suffit de lire Bakounine pour voir à toutes les pages que chaque fois qu'il est question de théorie économique, il renvoie à Marx, toujours en accompagnant d'une note pour dire que c'est un type insupportable, et il a certainement raison, mais le fondement théorique, ça reste ça. Et au moment de la scission de l'Internationale, Brousse dit très clairement, si être marxiste c'est être d'accord avec les idées de Marx, on l'est tous. Bon, mais après il y a la pratique effectivement de Marx dans l'Internationale au moment justement où la Commune a perdu et au moment où, comme souvent à la fin d'un mouvement qui foire, ça se redivise un petit peu dans tous les sens. Donc faire de ce schisme l'estampille qui permet de diviser sur la question de l'État, c'est probablement faux. Par contre, il faut quand même essayer d'expliquer pourquoi, à un moment donné, à partir de la Révolution russe, ça va, et sans doute même avant, ça va vraiment être cet aspect-là, cet aspect étatiste, qui est dominant dans le marxisme et qui fait que le marxisme anti-étatique a fini par se réduire à une série d'intellectuels critiques ou de petits groupes de travailleurs isolés. Et ça, je crois que ça pose très clairement la question du nationalisme de gauche, tel qu'il a existé dès ce moment-là et tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire de courants qui se servent d'un certain nombre d'outils dans le marxisme, qui, pour des raisons qui sont presque de l'ordre de l'accident historique, ont réussi à s'imposer au pouvoir en se présentant comme marxistes, c'est-à-dire en gros une aile du parti bolchevique. Quand on parle des bolcheviques, c'est un continuum assez complexe de courants qui parfois s'opposent en tout, et effectivement qui ont réussi par là à imposer à l'échelle mondiale une forme particulière de lecture du marxisme, qui n'est pas une lecture à partir de la critique ouvrière du salariat et de l'État, mais une critique à partir du développement de l'État lui-même, de son emprise sur la société, et disons de l'idée d'un État qui doit contrôler intégralement l'économie. Chose qu'on retrouve, quelles que soient justement les ruptures théoriques apparentes entre la social-démocratie allemande et les bolcheviks dans la révolution russe, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait de l'un à l'autre. Hein, cette idée qu'au fond, le capitalisme, c'est d'abord un libéralisme, et que ce qui est mal, c'est les crises économiques, et que c'est en réussissant à réguler ces crises par le dessus, par la domination de l'État, qu'on va réussir à s'en sortir, sans mettre en perspective la critique du salariat, sans mettre en perspective la critique de l'exploitation. Ce courant-là, on le trouve dans la social-démocratie allemande, et on le trouve reformulé d'une autre manière, mais dans ce qui va devenir le marxisme orthodoxe à partir des années 30. Donc, du coup, là encore, revenir sur les textes, essayer de comprendre ce qui se passe, revenir sur ces questions historiques qui peuvent sembler un peu chiantes en se disant pour tout ça c'est les années 1840 ou les années 1930, on s'en tape un peu, mais ça permet quand même d'expliquer pourquoi aujourd'hui on peut, au nom du marxisme, finalement en venir à soutenir n'importe quel projet de contrôle de l'économie par l'État, n'importe quel projet de modernisation de l'État, et n'importe quelle solution qui vise au fond à mettre l'État au centre de la société, là où le marxisme avait pour objectif initial de le détruire et de le dépasser. Voilà, j'ai beaucoup parlé, parce que je suis très bavard, mais on peut discuter un petit peu autour de tout ça.